Bonjour à tous. Merci Caroline pour l'introduction. En fait, je vais faire le lien avec la présentation faite par Thierry où il a introduit les orientations stratégiques et technologiques pour parler en fait de nos usages, des bénéfices et des opportunités qui sont associées à notre catalogue de produits plateforme as a service. On a choisi comme titre Bring your app and your data parce qu'on va se focaliser en fait sur les applications et sur les données qu'elles manipulent. Donc voilà, je m'appelle André Raymond Rassoa, ça fait bientôt 3 ans que je suis chez OVH Cloud et je travaille dans l'équipe marketing, produit en charge du portefeuille public cloud. Cette présentation, on l'a découpée en 3 grandes parties. La première, ça va être une introduction, on va parler vraiment des usages ou des grandes familles d'usages qui sont associés au catalogue plateforme as a service. Dans une deuxième partie qu'Horacio va présenter, on va parler davantage des applications dites modernes et comment 2 étapes vont vous permettre d'y parvenir. La troisième partie parlera, elle, de l'exploitation de la donnée, comment, à partir de différentes sources, vous allez pouvoir les centraliser et ensuite les exploiter, les valoriser à travers du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Ici, c'est Marie-Christine qui présentera ça. Alors, j'ai envie de parler d'applications aujourd'hui. Il y a une manière assez simple, finalement, de représenter le PaaS. C'est de les voir un petit peu comme des briques logicielles qu'on va manager tout ensemble. Et vous allez vous servir pour le compte de vos clients, vous allez les assembler, et vous allez constituer en fait des applications. Ça, c'est un peu simpliste dit comme ça, mais ça ressemble grosso modo à ça. Si on veut prendre un petit peu de recul, penser aux applications, quelque chose que j'aime beaucoup dire en fait, c'est qu'aujourd'hui les applications, c'est ce qui nous permet à tous, donc ici il y a des gens qui sont dans l'écosystème startup, on a des éditeurs de logiciels de l'Open Trusted Cloud, on a des éditeurs de logiciels qui travaillent pour la marketplace. On a des intégrateurs, des cabinets de conseil qui accompagnent les entreprises dont le cœur de métier n'est pas l'édition de logiciels. Mais l'application en elle-même, c'est ce qui nous permet d'être compétitifs sur un marché. C'est ce qui nous permet en fait de mieux servir nos clients, vos utilisateurs. C'est ce qui vous permet aussi de ne pas être à la traîne, parce que peut-être que vous n'avez pas la killer feature que tous vos concurrents ont sur un marché. Et ça, c'est des applications qui font ça. Je pourrais prendre des exemples, mais je pense qu'avec le parterre de personnes qui sont ici, vous connaissez tous ce que ça veut dire en fait développer une application. Donc, je ne vais pas forcément prendre d'exemple, mais je voudrais partager en fait un chiffre avec vous qui m'a semblé important de présenter. C'est cette statistique faite lors d'une prévision de l'IDC qui date de 2019-2020 et qui disait en fait que d'ici 2023, on allait développer près de 500 millions d'applications en utilisant les technologies cloud native. Alors attention, cloud native, Horacio va préciser ce que c'est, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est hébergé dans le cloud. Donc on rentrera dans le détail après là-dessus. Mais ce qui m'a frappé avec ce chiffre, c'est qu'en 2019, au moment où ils font les prédictions, ils annoncent que sur les 4 prochaines années, puisqu'on parle de 2023 ici, on va développer autant d'applications que lors des 40 prochaines années. Et ça, c'est massif. L'autre point que je voulais présenter ici, avant de parler d'applications plus en détail, c'est que j'utilise moi une application qui s'appelle Intricately. Ça me permet de faire de la veille marché. Et d'après leurs données, ils disent qu'il y a à peu près 60 millions d'applications qui sont dans le cloud. Lors des 5 dernières années, ça a fait x3. Donc pour nous tous ici, l'opportunité, en termes de chiffres, elle est vraisemblablement entre les deux. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'on est face à une opportunité massive. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que grâce à notre catalogue de solutions PaaS, nous allons vous aider justement à capter cette opportunité et à mieux y répondre, vous directement ou auprès de vos clients finaux. Donc notre proposition de valeur, de manière synthétique, ça va être la suivante. On va vous aider à construire vos applications plus vite. Ici, c'est à peu près simple de le comprendre. Vous avez des services managés, des building blocks sur étagère, vous les assemblez et vous vous focalisez sur votre cœur de métier parce que vous n'avez pas à gérer l'infrastructure sous-jacente. Donc ça, c'est potentiellement plus d'agilité pour vous, un time to market plus accéléré. On va vous permettre aussi d'être plus efficace dans l'utilisation des ressources. Avec les technologies cloud, avec le PaaS, vous voyez qu'on peut être au plus près de notre consommation de ressources. Grâce à notre modèle de fabrication intégrée, d'industrialisation intégrée, on est capable de fournir des prix qui sont très compétitifs. Donc vous allez mieux maîtriser vos coûts. Mais aussi, grâce à nos innovations au niveau industriel,
vous êtes capable aussi de mesurer votre impact donc, sur l'environnement. Donc ça, c'est l'efficacité. Et enfin, vos applications, elles manipulent les données. Elles manipulent les données qui sont importantes, critiques, confidentielles. Et là, pour vous, c'est indispensable justement de pouvoir les sécuriser, ces données, dans le cadre d'une application. Et donc, ici, chez OVH, donc, par nature, ces applications, elles sont sécurisées et protégées by design. Donc voilà, c'est cette proposition de valeur un petit peu simplifiée que je voulais vous exposer autour de notre catalogue PaaS. C'est la capacité à faire vos applis plus vite, plus sécurisées et plus efficaces. Et pour schématiser toujours un petit peu, on va considérer deux grands groupes d'applications. Vous avez vos applications qui existent déjà, et les applications que vous allez développer bientôt. Notre catalogue PaaS, en fait, est capable d'adresser ces deux grands besoins à travers trois grandes familles d'usages. Le premier, ça va être moderniser. Moderniser votre architecture. Moderniser la manière dont vous exécutez ces applications sur un serveur, sur des machines virtuelles, peut-être sur d'autres types. La deuxième étape, ça va être d'adopter le cloud native. On va vraiment rentrer dans le détail, mais ici, on sera vraiment sur une abstraction totale de tout ce qui se passe en dessous au niveau de l'infrastructure. Et enfin, la dernière partie, c'est comment est-ce qu'on exploite les données. Quand j'ai dit tout ça, en fait, il y a une mission qu'on va tous avoir, nous, chez OVH, mais vous aussi, notre écosystème. Je parle principalement des organisations qui travaillent en tant que partenaires, qui assistent des clients dont ce n'est pas le métier de faire du logiciel. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne en fait les applications, qu'on comprenne comment elles fonctionnent, qu'on comprenne comment elles sont architecturées, pour pouvoir mettre en face le bon niveau de service, le bon type de produit en face. Je le redis, on parle de Lego, donc on ne va pas acheter un seul produit, on va acheter plusieurs produits, et l'assemblage, ça va dépendre de l'application elle-même. Je voulais vous présenter ce slide en fait, pour commencer à vous engager sur une première réponse, sur un premier sondage. Et en fait, ce slide, il faut le lire de droite vers la gauche. Donc, plus on est vers la droite, plus on est dans une approche, on va dire, mainstream, très répandue. Et je vais vous partager un petit peu quelques éléments en fait, de contexte pour vous permettre de mieux répondre à ce sondage, puisque idéalement, on aimerait avoir juste une seule réponse. Donc, le premier chiffre, c'est que d'ici 2024, les applications historiques, legacy, elles vont recevoir 50% d'investissement. Parce que justement, il y a une efficacité. On a tous besoin d'avoir des applications qui soient performantes, qui délivrent le bon niveau de service aux utilisateurs. Et le fait qu'elles soient peut-être un peu datées, ça peut freiner aussi la manière d'y répondre. Donc il va y avoir des investissements. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie-là principalement aujourd'hui? La deuxième approche autour du cloud native, donc toujours d'après IDC, en 2020, sur l'ensemble des applications en production, IDC considérait qu'il y avait à peu près 10% des applications qui étaient cloud native. En 2024, elles seront 70% grâce aux containers, grâce à l'orchestration, grâce à l'approche DevOps et aux microservices. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie-là? Et la troisième, autour de la data experience, donc la valorisation de la donnée, pour les exécutifs des entreprises, dans les 3-4 prochaines années, on considère que devenir une organisation intelligente, c'est un objectif stratégique. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Alors, je vais vous inviter à répondre à ce premier sondage. Et je vais vous donner aussi un petit élément de comparaison. Par exemple, nous, chez OVH, on a à peu près 2000 applications. Et ces cas d'usage-là, en fait, on les traite tous. Donc, on aurait forcément envie de choisir un petit peu les trois. Mais ce qui nous intéresse, en fait, aujourd'hui, c'est de mieux pouvoir cerner vos besoins, mieux pouvoir cerner le besoin de vos clients finaux, si vous en avez, et de mieux y répondre. Mieux vous accompagner. Donc voilà pourquoi ce serait important pour nous d'avoir seulement une seule réponse. Et il me semble que vous pouvez choisir qu'une seule réponse et on va partager les résultats. Donc je vois ici 100% clone native. Je ne m'attendais pas à ça, pour être transparent avec vous. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez encore un peu de temps pour répondre? Bon. Donc le chiffre ne changera pas. Et donc personne ne fait de la modernisation, non. Si vous devez choisir, vous êtes plutôt sur du cloud native. D'accord, c'est vraiment intéressant comme réponse. Et je vous propose d'avancer dans la présentation. Voilà, maintenant qu'on vous a présenté de manière un peu haut niveau les différentes catégories, les grandes familles de cas d'usage qu'on s'est adressé,
L'objectif sur ce slide-là, c'est de vous montrer en fait le panorama, une sorte de carte simplifiée de toutes les solutions de type PaaS dont nous disposons aujourd'hui et qui vous permettent de répondre à nos 3 grands cas d'usage. Donc Thierry en a beaucoup parlé dans son introduction au niveau de la roadmap. Vous voyez qu'au niveau stockage, nous avons investi massivement. Et les 2 derniers produits qui ont été general available sont l'Object Storage HyPerf pour les workloads de type Big Data et la partie File Storage basée sur la technologie NetApp. Les solutions qui vont être basées sur Extend et sur Atempo pour la partie archive vont arriver prochainement. L'idée sur la partie stockage, c'est que finalement, elle est attachée à aucun cas d'usage, ni modernisation, ni cloud native, ni data. Mais elle est vraiment transverse. Vous allez pouvoir la consommer, peu importe finalement le niveau de maturité de l'application que vous considérez. Et pour la partie base de données, finalement, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'on est monté un cran plus haut. Et là, ça devient vraiment très intéressant parce que finalement, quand on parle de base de données, on parle de modèle de données. Vos clients, vous-même en tant qu'éditeur, vous savez quel modèle de données vous voulez exploiter pour l'utiliser dans votre application. Et ici, depuis l'année dernière, nous avons shippé près de 10 différents moteurs de base de données, donc du relationnel au non relationnel, avec des solutions qui sont basées sur la recherche, par exemple, ou bientôt des time series avec M3 qui va arriver d'ici la fin du mois, Grafana, et le dernier qui me manque toujours, c'est Grafana, c'est un Kafka, pardon, Kafka Connect. Donc voilà, ces trois prochaines solutions vont arriver d'ici la fin du mois. Donc l'idée pour vous, c'est que vous allez pouvoir en fait choisir le type de base de données qui correspond à votre besoin applicatif et l'exploiter. Et ensuite, on a voulu faire un mapping donc, plutôt au niveau processing, peut-être. Des solutions que vous pouvez utiliser. Donc on a une solution qui est basée sur une technologie d'une entreprise qui s'appelle Platform Message qui va vous permettre de moderniser en fait vos processus de développement. Donc en poussant depuis un repo GitHub sur les environnements d'exécution, de développement, de prod, de pré-prod. OpenStack qui est notre socle technologique sur lequel nous avons basé notre offre publique cloud. Récemment arrivé Nutanix, qui va bientôt délivrer aussi un module autour du support des containers qui s'appelle Carbon, mais qui est un petit peu moins prêt que ce qu'on sait fournir aujourd'hui sur VMware grâce au support de l'offre Tanzu Community Edition. Et là, vous avez la capacité d'avoir des workloads de type VM et containers sur une même plateforme. Et ça, du coup, c'est un pas de plus vers le cloud native. Kubernetes, qui a bientôt 2 ans chez nous, et pour lequel de plus en plus de clients s'orientent parce que c'est un service managé et parce qu'ils sont dans une problématique justement d'adopter davantage d'élasticité du cloud, de l'automatisation et s'abstraire en fait des couches bas niveau. Et au bout du spectre, on a Anthos, où là on va fournir un environnement complètement opéré par OVH. Donc toutes les données restent chez OVH, sont opérées par OVH, et vous pouvez aller jusqu'au service mesh en fait dans le catalogue fourni par Anthos. Et c'est vraiment une approche cloud native très puissante, très poussée. Et enfin, au bout de la chaîne, tout ce qu'on va appeler data experience, ça va être lié à l'exploitation de votre donnée. Nous avons maintenant des solutions qui vous permettent de développer vos modèles, de les entraîner et de les déployer en production. Et compatible avec tous les frameworks que les data scientists utilisent, type Jupyter, PyTorch, Scikit-learn ou Hugging Face. Donc voilà, j'espère que c'est une carte qui vous a aidé un petit peu à mapper comment est-ce que nos différentes solutions répondent aux grandes familles d'usage. Et je voudrais juste terminer par un dernier slide qui a plutôt vocation à s'adresser aux partenaires, mais aussi aux éditeurs de logiciels. La partie prix-performance, ça fait partie des bénéfices clés qu'on s'efforce de délivrer à nos clients, à nos partenaires. Et en fait, grâce à nous, le fait que vous fassiez partie aussi de notre écosystème, ça vous permet de mieux maîtriser vos marges. Je pense ici à tous les éditeurs de logiciels. C'est un produit que vous vendez à la fin, qui est un logiciel. Et donc la capacité à maîtriser vos coûts, à les contrôler, c'est potentiellement l'opportunité pour vous de faire plus de marge par rapport à ce que vous pourriez payer chez d'autres. Le deuxième, c'est un bullet point qui a plutôt vocation à s'adresser aux partenaires. Quand on modernise une application, quand on modernise une architecture, quand on souhaite passer au cloud native, il y a énormément de changements organisationnels, changements techniques. Donc je pense ici à l'ensemble des services à valeur ajoutée que vous pouvez délivrer, sur l'accompagnement au changement, typiquement, sur le training, sur le consulting. Pour certains de vos clients qui ne sont pas dans le domaine de l'édition, il y a un besoin ici. Les entreprises qui n'ont pas de développeurs, vous
pouvez aussi leur fournir des ressources pour qu'elles puissent justement devenir plus compétitives sur leur marché. Et le dernier point, principalement encore pour les partenaires, à partir du moment où vous voulez intégrer une application et ses ressources dans un SI, ici, on peut vous s'appuyer sur vous, sur votre connaissance des besoins du client en termes de métier, mais vos connaissances aussi en termes d'intégration dans son système d'information. Et enfin, un dernier point, ce sera couvert dans les présentations qui parlent de souveraineté aujourd'hui, mais en travaillant avec OVH Cloud, vous bénéficiez justement de la privacy et de la protection des données par défaut. Et ça, c'est un véritable avantage pour nous tous, pour nos clients, puisque au bout du compte, toutes vos applications, elles vont manipuler des données à un moment et à un autre. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir si ces données, elles sont critiques, est-ce qu'elles peuvent nous les confier ou les garder chez elles si elles préfèrent. Voilà, ça c'est vraiment la picture globale que je voulais vous délivrer. Je vais passer maintenant le micro à Horacio pour parler de la partie Modern Apps. Alors, oui, Salomé. Bon, je prends le relais. Moi, je m'appelle Horacio González et je suis responsable de la team de FREL, Developer Relations chez OVH Cloud. Et il y a peut-être un petit accent que vous allez apercevoir si vous vous accrochez. Ça vient du fait que je suis espagnol et malgré plus de 20 ans en Bretagne, l'accent ne part pas. J'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Donc, à partir de maintenant, on va se centrer surtout sur la partie public cloud. Ça veut dire que par rapport à toutes les solutions qui nous ont été introduites d'abord par Thierry et sur lesquelles André a parlé, on va limiter le scope à notre partie public cloud. Il y aura tout à l'heure d'autres présentations qui vont approfondir plus sur les hosted private cloud et d'autres. Et donc, on parle de solutions qui ont trois caractéristiques principales. D'abord, on demande, c'est-à-dire consommation, on paye à fur et à mesure qu'on consomme, on a les ressources qu'on en a besoin, on demande, pay as you go, et surtout, qu'on peut, à la demande aussi, avoir plus de puissance, avoir moins de puissance. Ces solutions-là sont basées sur toute une série de technologies, mais à la base, on va dire, il y a d'un côté nos solutions OpenStack, pour fournir les computes, les réseaux et toute l'infrastructure, et à côté des solutions de storage, comme André a parlé. Et, j'essaie de trouver le bouton. C'est celui-là, non? Le vert. Ah non, celui-là. On va parler de modernisation d'applications. Là, André nous a parlé tout à l'heure. Modernisation d'application, c'est un buzzword, tout le monde l'utilise, mais en général, tout le monde commence à l'associer à des Kubernetes, des microservices et toute une autre série de concepts. Pour nous, si on veut être honnête, modernisation d'application, ça va plus loin. On ne peut pas demander à tous nos clients, qu'ils soient des éditeurs de solutions, qu'ils soient nos partenaires qui accompagnent d'autres entreprises, qui soient des clients finaux, de mettre toutes ces applications dans des technologies basées sur des microservices, dans des containers, sur des Kubernetes, tout ça d'un coup. Parce que dans le monde réel, tout le monde a des applications qui ne sont pas faites sur cette architecture-là, qui tournent très bien depuis 5, 10, 15 ans et qu'on n'a pas forcément envie de jeter à la poubelle tout de suite. Et c'est tant mieux. Donc, pour nous, quand on parle de modernisation d'applications, on a deux parties. Et la première partie, c'est comment on fait pour toutes ces applications. Et je ne vais pas utiliser le terme péjoratif de legacy, mais toutes ces applications qui sont construites sur des technos bien avant les containers et les microservices et tout ça, qui tournent très bien, comment on fait pour profiter des avantages de cloud. Ensuite, on verra pour toutes ces parties cloud natives. Mais là, en partant de cette idée-là, on a des applications qui tournent, qui marchent très bien, mais on se dit le cloud en termes d'avoir des ressources à la demande. Ça veut dire que dans l'époque où on a besoin de plus d'instances, pouvoir les avoir facilement et pouvoir les débrancher quand on n'a pas besoin, les pay as you go, pouvoir payer ça, pouvoir à un moment donné supporter le fait qu'on passe à la télé pour un journal télé et qu'on a beaucoup plus de trafic, avoir l'escalabilité. Aussi en termes de que nos développeurs puissent avoir des
des workflows de travail plus modernes, plus agiles, ça, on voudrait ces applications-là pouvoir les mettre quelque part dans le cloud. Et cette partie-là, pour nous, c'est très important. Donc, à la base, c'est comment on va faire pour prendre une application, disons legacy, et pouvoir profiter de ces trois primitifs, ces trois briques de base, ces trois Lego, comme André disait tout à l'heure, de cloud. Le compute, le storage et le network. Et tout ça, que soit pilotable d'une façon relativement facile par les équipes qu'on a déjà en place, qui ne connaissent peut-être pas Kubernetes, qui ne connaissent peut-être pas microservices, mais qui savent très bien utiliser des API pour avoir de nouvelles instances de compute, pour commander de nouvelles bases de données et pour pouvoir migrer petit à petit les applications, les workloads sur cette infrastructure-là. Et donc, c'est ça l'objectif de cette partie-là, c'est en se basant sur ces primitifs robustes et à la demande, pouvoir déposer des applications dans le cloud, des applications qu'à l'origine n'étaient pas prévues pour. Et là, on peut avoir tous en tête des milliers d'exemples de ces applications-là. Un site e-commerce. Ah, voilà, un site e-commerce, il y a le front-end, il y a peut-être un back-office, il y a certainement une base de données. Comme on a un petit peu de charge, on va avoir peut-être un load balancer devant et on va avoir quelque chose pour stocker les sessions. OK, tout marche relativement bien. Peut-être à fur et à mesure des années, on a ajouté plus d'instances dans le front-end. La base de données, on l'a peut-être migrée de MySQL à l'origine en PostgreSQL maintenant. Et l'appli, elle est robuste, elle ronronne bien. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour ce type d'application, pouvoir la passer dans le cloud? Ben, en fait, pas tellement de choses. Pas tellement de choses une fois que pour une application qui est bien construite, pas tellement, parce que dans le cloud, l'idée c'est, OK, on va devoir utiliser une nouvelle primitive. Plutôt qu'avoir des serveurs, on va avoir des instances public cloud. Plutôt qu'avoir les bases de données installées elles-mêmes sur un serveur, on peut profiter des bases de données managées dont André a parlé. On a aujourd'hui un catalogue assez riche qui va des choses comme MySQL et PostgreSQL, des SQL classiques, à des MongoDB, des Redis, des OpenSearch comme moteur de recherche. Donc, vous êtes couvert pour la plupart des besoins dans ces applications classiques. Et on a un Object Storage qui va remplacer des choses comme un Memcache où il y avait les sessions, un Object Storage qui va pouvoir vous permettre de stocker cette typologie de données. Et donc, au moment où vous prenez votre appli et vous dites, OK, tout ce qui était la partie applicative, les tiers où il y avait le front-end et le back-end, tout ça, ça va devenir des instances public cloud. Mes bases de données, plutôt que de devoir les administrer moi-même, que de devoir avoir les instances, quand ils grandissent, devoir gérer soit les jardins pour les séparer, soit devoir gérer une base de données qui permet plus de données. Non, on a nos bases de données managées. Et l'Object Storage, on va pouvoir changer radicalement la façon comme on déploie notre application et la façon comme on travaille avec notre application. On va voir la puissance de cloud qui va être là. C'est-à-dire, on a besoin de plus d'instances. On fait quelques appels à l'API, on automatise tous avec des technos que les sysadmins, les DevOps connaissent bien, soit Terraform, soit Ansible. On automatise, on crée de nouvelles instances, on les déploie, on déploie nos front-end, c'est bien. Les bases de données, un problème de moins, c'est des bases de données managées. Toute la partie administration, montée de version, toute la partie appliquée des patchs, toute la partie s'assurer qu'elle ne tombe pas et quand elle tombe, de les remonter, c'est pris en compte par nous en tant que fournisseur de cloud. Donc, vous pouvez vous centrer sur la partie logique de votre base de données. Pour tout ce qui est stockage, vous savez les object storage, vous savez des fichiers stockés, vous savez des données, c'est l'endroit.
à des prix très intéressants, avec des performances très intéressantes. Je reviendrai sur ça tout à l'heure avec un protocole S3 qui c'est devenu le standard de facto de l'industrie. Vous savez tout ce qu'il vous faut. Et une fois que vous avez fait ça, le bénéfice ajouté, c'est que vous avez fait les premiers pas vers ce que tout le monde parle avec les hype, vers les cloud natifs, vers les containers et les microservices. Parce que basiquement, vous savez découpler votre partie stateless, les serveurs où ils tournent la logique, de votre partie donnée, là où ils sont les données. Et donc, on pourra passer plus loin. Mais même si vous n'allez pas plus loin, même si vos applis ne deviennent pas cloud natifs, à partir de ce moment-là, vous avez des applis que vous allez pouvoir déployer d'une façon beaucoup plus souple, que vous allez pouvoir gérer leur cycle de vie d'une façon plus souple. Vous allez avoir moins de soucis. L'infrastructure, ce ne sera plus vous qui l'administrez. Vous déléguez l'administration d'infrastructure pour vos bases de données, pour vos instances. Vous déléguez les problèmes de je n'ai plus de taille disque pour votre stockage, pour vos bases de données. Vous déléguez aussi tous les problèmes de il faut que je fasse un capacity planning très complexe parce que combien de serveurs je dois commander pour les quarters prochains pour être sûr. Ben non, vous savez les serveurs quand vous les voulez. Vous lâchez les instances que vous ne voulez pas et vous payez simplement ce que vous consommez. Donc, de notre point de vue, cette partie-là, cette modernisation des applications, ça permet déjà de mettre une bonne partie de son stack classique sur des clouds sans devoir faire une rupture technologique. On a parlé d'un site e-commerce, une application bancaire en Java, une application quelconque traditionnelle. À un moment où on peut séparer la partie donnée de la partie compute, des instances, des storage managés, des bases de données managées, et votre application est prête pour une deuxième jeunesse. Quelles sont les nouveautés que dans ce contexte-là, on vous propose et on va vous proposer dans les temps à venir? On parle d'instances. Dans les instances, si vous avez regardé notre site, on a en bêta actuellement les Metal Instances. Les Metal Instances est la possibilité d'avoir un public cloud des serveurs bare metal, des serveurs physiques qui sont disponibles avec la même abstraction depuis OpenStack que les instances virtuelles. Qui dit des serveurs physiques dit des choses qui n'étaient pas possibles avec des instances virtuelles, des CPU surpuissantes, beaucoup de storage, des choses qu'on ne pouvait pas fournir sur des instances virtuelles deviennent maintenant possibles. Actuellement, le catalogue, il y a quelques modèles parce que c'est encore la bêta. À terme, notre vocation, c'est offrir une bonne partie de notre catalogue de serveurs dédiés, de serveurs bare metal, dans notre public cloud. Il y a toute une autre série de choses qui viennent des retours de nos clients de la bêta, qu'on est en train de travailler. On va pouvoir l'intégrer dans les VRAC, dans notre réseau privé et d'autres. Donc la bêta est encore en cours. On profite de ces phases-là pour récupérer les besoins clients et voir comment on peut vraiment faire que les produits correspondent aux besoins. Mais déjà dans l'état, ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas avant sur notre public cloud. À terme, sur le long terme, côté instance, on est en train de travailler sur une nouvelle génération. Bon, j'ai dit nouvelle génération, quand j'ai discuté avec le product manager hier, il m'a dit, mais non, Horacio, ce n'est pas une nouvelle génération, c'est presque une révolution. En tout cas, c'est une révolution dans la façon comme on le fait. Parce qu'on a travaillé justement avec nos clients pour être sûr que dans ces nouvelles générations, on peut répondre à d'autres besoins, à des besoins qui reviennent souvent, avec des profils plus adaptés en termes de ratio CPU stockage, par exemple, avec des bandes passantes augmentées, bandes passantes dans les réseaux internes garanties aussi, avec des hard plus puissants. Vous allez entendre parler pas mal de cette prochaine génération de
d'instances entre cette année et l'année prochaine, parce que, bien entendu, on est un peu dépendant aussi de la situation géopolitique actuelle pour être sûr de qu'est-ce qu'on pourra mettre exactement comme composant, quel profil hardware on va pouvoir utiliser. Donc, je reste prudent pour vous donner une date, mais les équipes travaillent depuis un moment avec les clients aussi pour être sûr que ça va ouvrir toutes ces possibilités-là. Côté storage, bon, on a actuellement déjà disponible notre bloc storage avec NVMe, donc c'est-à-dire avec une bande passante déjà beaucoup plus grande de garantie. Et comme Thierry disait, Extend va être bientôt incorporé, donc un bloc storage sur Extend, sur Fabric. Et là, on va voir, surtout pour des applications qui ont besoin d'une latence très faible, ça va avoir un énorme impact. Et ça, c'est pour le stockage en bloc. Pour le stockage objet, pour les object storage, on est sorti il y a un mois ou deux les stockages, les object storage haute performance, les high-perf. C'était très demandé pour des applications surtout qui font des big data, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle. Il est déjà complètement disponible, mais on travaille sur la version standard. Ça va être un peu moins rapide, ça va être aussi beaucoup moins cher. Pour plein d'autres applications, ça va être un super ratio prix-performance. Et on travaille sur l'archive, sur un cold storage qui va permettre de sécuriser vos données aussi à un tarif très intéressant. Sur le long terme, on ne compte pas s'arrêter là. On compte créer des autres profils de storage, des profils plus adaptés aux besoins. Par exemple, on travaille pour créer des profils de storage plus adaptés aux applications d'intelligence artificielle. Et bien sûr, il y a des fonctionnalités qui reviennent souvent, que les entreprises voudraient une famille d'objets de storage plus orientée enterprise, avec des choses comme la réplication des données, comme les multi-régions, comme avoir des clusters privés, private IP access, pour avoir un objet de storage, l'équivalent de dédié, c'est-à-dire n'est pas accessible depuis les réseaux privés simplement. Non, je ne dépasse pas trop de temps, ça va. Côté network, il y a 3 fonctionnalités qui sont en bêta, qui vont aussi beaucoup changer les possibilités qu'on a actuellement. Un gateway basé sur les composants routeurs côté OpenStack, que ça va permettre de garder ces instances avec une IP privée simplement, pas accessible depuis l'extérieur, et accéder depuis l'extérieur et vers l'extérieur en passant pour un gateway qui va faire, pour une passerelle qui va faire les NAT des adresses IP, qui va permettre de mieux sécuriser et d'être sûr de vos instances. Vous pourriez les mettre en réseau privé par défaut et toute la partie de communication avec l'extérieur, utiliser la gateway. Pour rendre ça aussi possible, il y a les floating IP, c'est-à-dire vous allez avoir des IP que vous allez pouvoir attribuer soit à la gateway, soit à une instance en concret, et que vous allez pouvoir, via software, changer vers quelle instance il pointe et garder la même IP et la faire pointer vers des services différents, vers la gateway ou directement vos instances. Et bien entendu, un load balancer. Un load balancer qui aussi sera basé sur des composants standards OpenStack, Octavia, et qui utilise les floating IP et les gateways pour être sûr de vous fournir une expérience complète et de pouvoir à tout moment gérer de façon souple quel service répond au load balancer, comment ces répartitions des charges est faite, etc. Cette load balancer basée sur Octavia remplacera à terme les load balancers qu'on a actuellement sur notre Kubernetes parce qu'il offre plus de fiabilité et de meilleures performances. À terme, on compte aussi que par défaut, les instances auront simplement une IP privée. Ils n'auront pas d'IP publique, sauf si vous, nos clients, vous la demandez. Ça va sécuriser les instances. En termes d'utilisation, comme il y aura la gateway, ça ne va pas changer grand-chose, sauf que ça va vous permettre de ne pas
avoir des IP ouvertes sur votre machine que vous n'utilisez pas par défaut. Et les routages interrégions, c'est un routage niveau 3 qui va se faire sur notre Verac. On va pouvoir créer des subnets dédiés à chaque région, isolés, qui vont pouvoir communiquer les unes avec les autres, et on va pouvoir faire des filterings au niveau de ces subnets-là. Donc ça va vous donner des filtrages qu'aujourd'hui vous devez faire presque instance par instance ou IP par IP. Vous allez pouvoir faire un plan d'adressage beaucoup plus cohérent. Ça, c'est simplement quand je parle de nouveaux services. Bien entendu, tous les services qui existent déjà, on continue à ajouter des fonctionnalités. Oui, il me manque un slide. Boba. Vous continuez à ajouter des fonctionnalités. C'est pour ça qu'on a une roadmap publique. Je pense que le slide viendra après. On a une roadmap publique qui est sur GitHub et sur laquelle vous pouvez voir toutes les fonctionnalités qui sont en cours d'être ajoutées. Oui, je sais bien, mais... Ah, voilà. J'avais mal cliqué. Voilà, vous avez une roadmap publique sur GitHub. Vous pouvez, merci. Vous pouvez voir toutes les fonctionnalités sur lesquelles nos équipes travaillent, que ce soit des fonctionnalités qui viennent d'être sorties, qu'on attend pour bientôt ou qui sont un peu plus loin. Vous allez aussi pouvoir proposer vos commentaires, vos suggestions et discuter directement avec nos product managers, notre product marketing et les équipes. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est pour la partie public cloud. N'hésitez pas à aller voir et laisser vos commentaires. Après, il y a la partie cloud native. Ça va être plus rapide. La partie cloud native. Ouais, en fait, c'est quoi? Déjà, est-ce que c'est obligatoire que ça soit dans les clouds? Est-ce que c'est obligatoire d'utiliser Kubernetes? En fait, la partie cloud native, c'est basiquement une autre abstraction. On a encore en bas notre Compute Storage Network. Simplement, on va essayer d'ajouter une couche au milieu, ne pas devoir penser en termes d'instance, ne pas devoir penser en termes de réseau, ne même plus devoir penser en termes de storage, ajouter une couche d'abstraction qui permet, en utilisant des technologies, on va dire cloud, en utilisant par exemple des containers, des microservices, un orchestrateur comme Kubernetes, qui vont permettre de piloter votre application d'une façon différente. Vous allez pouvoir déployer votre application, souvent d'une façon simplement déclarative. Et j'ai envie de déployer telle application, mais sans trop savoir sur quelle instance on la met, par exemple. Non, j'ai envie de déployer sur des instances. Et tu te débrouilles pour me trouver les instances, je n'ai pas envie de les trouver. Ça va vous permettre de monitoriser simplement ces applications. Ça va vous permettre d'automatiser des choses comme « Ah, une de mes instances vient de mourir, bon, vous me la relancez automatiquement sans que j'aie besoin d'intervenir. » Donc, ça va créer des abstractions qui vont permettre à vos développeurs, à vos sysadmins, de travailler autrement. Et c'est cloud natif parce que c'est adapté à ce qu'on dit, les avantages de cloud. Il y a l'escalabilité, il y a le fait de pouvoir à tout moment monitorer, superviser l'état, il y a pouvoir automatiser toute une série de tâches, mais ça pourrait être très bien déployé on-premise. L'idée, ce qui change dans l'application cloud native, c'est vraiment le fait d'avoir des abstractions qui permettent de piloter, de déployer, de suivre le cycle de vie de vos applications d'une façon complètement différente. Et donc, comme vous voyez là, d'un côté, il y a la partie container et base de données, donc qu'il soit à la demande, qu'il soit escalable. L'orchestration, que dans notre cas, sur notre cloud public, c'est Kubernetes, mais Andrea a parlé aussi des autres orchestrateurs qui sont disponibles dans d'autres offres. L'orchestration, c'est ça qui va nous donner un peu la magie de ce cloud natif. C'est en gros, moi avec mon passé de sysadmin, j'aime bien expliquer ça comme un stagiaire virtuel. Oui, c'est ça. En gros, moi, le sysadmin, je vais dire ce que je voudrais voir déployer, mais je ne vais pas te donner de détails. Dans telle instance, avec tel IP, non, j'ai envie de déployer l'appli avec des front-ends, 3 back-ends, la possibilité que s'il y a beaucoup de trafic, il m'ajoute jusqu'à 3 front-ends de plus, mais s'il n'y a pas de trafic, il les enlève. Et qu'il me monitorise ça, et que si une de mes instances front-end meurt, il la relance. Et je voudrais aussi des monitoring et des jolis graphiques tous les jours sur mon bureau. Et après, je vais prendre le café.
bah, cet stagiaire-là, que tu lui dis ça et qui va faire derrière toutes ces petites tâches et qui va suivre et qui va monitorer et qui va venir m'embêter à la salle café s'il y a vraiment un gros souci, c'est l'orchestrateur. C'est Kubernetes. Et une fois que tu expliques comme ça, les gens disent « Ah oui, ça a l'air intéressant et je comprends mieux. » Bah, Kubernetes, au cœur, c'est ça. Il va vous aider à automatiser des choses et à ne pas vous perdre dans des détails que dans un monde de cloud où vous avez plein d'instances avec plein de containers, plein de microservices qui tournent, vous n'avez pas envie de vous perdre dans ces détails. Et l'outillage, parce qu'effectivement, pour bien profiter de toutes ces puissances de l'orchestrateur, vous allez outiller vos devs, vos sysadmins, vos DevOps pour qu'ils puissent travailler bien sur ce type d'infrastructure. Et donc, une application cloud native. Une application cloud native, si on revient à ce qu'on avait avant, hey, on a pris notre application de Legacy, on l'a découpée, qu'est-ce qu'il me manquerait? Ben maintenant, ces serveurs-là, qui sont stateless, sur lesquels on n'a pas de données, idéalement, il faudrait pouvoir les mettre dans des containers. OK, donc il me faut les mettre dans des containers. Et ces containers-là, il faut les stocker quelque part pour pouvoir les déployer. Ah, donc il nous faut un registre, un dépôt pour ces containers-là. C'est notre Managed Private Registry. D'accord? Et ensuite, il faut les déployer dans un orchestrateur, Kubernetes, notre Managed Kubernetes. Et il faut automatiser ça, parce qu'on n'a pas envie de faire ça à la main. Dans ce cas-là, il y a des choses comme un provider Terraform, par exemple, ou des scripts, tout simplement, si on ne veut pas aller assez loin. Mais on va faire de l'infrastructure as code. On va, via des scripts, via des providers Terraform, via des Ansible, par exemple, programmer, décrire qu'est-ce qu'on veut déployer et comment on veut les déployer. Sans donner les détails, comme je disais, il va falloir décrire les instructions pour notre orchestrateur, pour notre stagiaire. Lui, il va déployer les containers sur des instances public cloud, parce que derrière notre Kubernetes, il y a des public cloud. En s'appuyant, comme on disait tout à l'heure, sur notre object storage et sur nos bases de données managées. Donc, on prend ces applications modernes et on ajoute une couche pour revenir sur ce monde-là de cloud native. Ah, cloud native. En fait, j'aimerais bien poser un autre sondage. On va voir si ça marche cette fois. Non. Bon, j'aimerais bien... Ah, il arrive. En fait, on avait pensé demander, est-ce que vous utilisez Kubernetes? Oui, non. Mais on a trouvé plus drôle. Est-ce que ces acronymes-là vous disent quelque chose? Est-ce que vous savez des Certified Kubernetes Administrators dans vos équipes? Est-ce que vous savez peut-être un Certified Kubernetes Application Developer, le CKAD? Hey. C'est curieux parce que si j'avais fait ce type de sondage il y a une année, je pense que la première réponse aurait eu beaucoup plus. Et là, je suis surpris, agréablement surpris, de voir ces résultats-là. Bon, je vous laisse quelques instants de plus. En gros, presque la moitié parmi vous, vous savez des boîtes dans lesquelles il y a une forte adoption de Kubernetes. Tu aurais imaginé ça, André? C'est plutôt une très bonne nouvelle. Bon, donc, en 2 minutes, j'ai fini pour laisser la main à Marie-Christine. Qu'est-ce que c'est les nouveautés qui arrivent? Aujourd'hui, notre service Managed Kubernetes est disponible en toutes nos régions public cloud. Il supporte toutes nos instances public cloud, y compris les instances GPU. Il est compatible avec le VRAC, avec notre réseau interne. Ça veut dire que pour l'interconnecter avec d'autres applications, avec d'autres services OVH, ça devient beaucoup plus simple. On a l'autoscaling qui permet de ne même plus vous embêter pour ajouter de nouvelles instances, de nouveaux nœuds au cluster, ou pour les enlever. On a
le OIDC qui permet de se connecter à des fournisseurs d'identité au cas où à un moment donné vous voulez utiliser des fournisseurs d'identité différents pour travailler avec nos clusters Kubernetes. Et essentiellement, dans une semaine ou deux, les hot snapshots qui sont actuellement en bêta seront disponibles et ça va vous permettre à tout moment de les volumes persistants de Kubernetes, de les backuper, les restaurer, d'un simple clic ou d'automatiser avec des solutions comme Velero ou Trilio par exemple. Sur le long terme, bien entendu, Kubernetes sera en toutes les nouvelles régions public cloud. Toutes les nouvelles gammes d'instances seront compris, y compris les instances vers métal et toutes les nouvelles gammes de storage. On espère dans pas trop longtemps commencer à pouvoir donner des nouvelles sur les clusters multirégions. Sur les self-managed worker nodes, ça veut dire que vous pourrez amener vos propres instances et les attacher à un cluster Kubernetes avec par exemple votre version de Linux parce que l'Ubuntu que nous on met dans notre managed Kubernetes ne nous convient pas. Et on aussi actuellement une limite à une centaine de nodes par cluster Kubernetes qu'on espère aussi faire sauter. Du point de vue de Managed Private Registry, il y a une version 2.5 sur laquelle on va faire bientôt l'upgrade et l'idée c'est qu'il soit disponible un peu partout. Serverless. Bon, là, comme c'est marqué, c'est plus long terme, mais un vrai container as a service et un vrai function as a service. C'est d'autres primitifs qu'actuellement on n'a pas. On peut les construire sur Kubernetes, nos clients. On a beaucoup de clients qui utilisent des choses comme un cas natif pour faire leur propre serverless, mais l'idée, ça serait les proposer comme service directement chez nous. Et bien entendu, les multi-cloud, les hybrides cloud, et un catalogue de services pouvoir avoir directement à la commande, non un cluster Kubernetes vide, mais un cluster Kubernetes avec un service mesh, de l'observability et toute une série de petits services. Et comme d'habitude, vous savez, sur GitHub, la liste complète des fonctionnalités à venir pour les produits existants, pour les nouveaux produits, avec des commentaires et, bien entendu, ouverte à toutes vos suggestions. Et là, je donne la main à Marie-Christine qui va nous parler data. Bonjour à tous, donc, je suis Marie-Christine Ribeiro. Je travaille dans l'équipe Product Marketing et je suis en charge des produits d'IA. Je n'ai pas d'accent exotique ni chantant, voilà, désolée. C'est l'inconvénient de passer après toi. Hein. Bon. Alors, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter les solutions de data, expérience et d'IA, ou comment tirer parti des données et exploiter la richesse de ces données. Pour démarrer, je vous propose de revenir sur le data pipeline qu'on a vu tout à l'heure dans les slides de Thierry. Data pipeline global, on va dire, avec sur la partie gauche de l'écran les données sous différentes formes, sous différents formats, provenant de différentes sources. Ces données, elles sont ensuite transférées vers un point central, le data lake. À l'issue de ce data lake, les données sont alors transformées soit au travers de machine learning, soit au travers d'analytics. L'objectif pour OVH Cloud, vous l'avez compris, c'est de pouvoir compléter et proposer des services managés pour l'ensemble de ces étapes de data pipeline. Vous l'avez vu, on commence avec les bases de données as a service, avec tout un portefeuille assez étendu qui est maintenant sorti. Nous avons également des services d'ingestion avec le transfert de données en temps réel au travers du service Kafka. On a également l'HyperF Object Storage qui vient de sortir, qui donc permettra de stocker vos données avec des performances accrues. On a du data processing basé sur Apache Spark. Et on a les solutions d'IA que je vais vous détailler juste après et qui vont vous permettre, comme le disait André dans la présentation, de partir du développement de modèles jusqu'à sa mise en production.
avant de rentrer dans le modèle, dans le pipeline AI à proprement parler, je voulais partager avec vous en fait les deux types d'utilisateurs qu'on retrouve chez nous, qu'on retrouve dans nos clients, que sont donc ce que j'ai appelé le profil A, qui sont en fait les data scientists, les entreprises qui ont des data scientists dans leurs équipes. Et ces profils-là sont des utilisateurs qui vont réellement créer des modèles, développer des modèles, explorer des modèles. Ces types d'utilisateurs cherchent une boîte à outils qui va leur permettre de développer, de créer leur projet d'IA. Et puis on a le profil B. Profil B qui, lui, est intéressé par des produits propulsés par de l'IA, mais qui ne vont pas chercher à les développer eux-mêmes. On peut donner comme exemple les chatbots ou les fraud analyzers. Voilà, ces gens-là vont chercher des modèles ou des produits data sur étagère. Alors, je crois que là, on a un vote. Petit vote. Alors, je vais laisser l'écran faire seul. Non, ouais, voilà. Donc, parmi vos clients ou parmi vos entreprises, hein, je parle pour les startups, enfin, je connais un peu la réponse, où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes réellement des utilisateurs créateurs de modèles, des faiseurs, des data scientists, ou est-ce qu'on retrouve aussi parmi vos clients peut-être des utilisateurs avec un profil B? Et le profil C, les utilisateurs qui ne savent pas. Voilà, donc on retrouve globalement donc, plus d'utilisateurs avec des créateurs de modèles. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Derrière cette question, en fait, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation, aujourd'hui, on sait parfaitement répondre en fait, aux utilisateurs profil A, et notre ambition, c'est de pouvoir répondre aussi demain aux utilisateurs de profil B. Merci de votre participation. Alors, je vais rentrer maintenant dans le pipeline AI. Globalement, on a toujours un peu les mêmes étapes qui commencent par, vous savez, hein, les données, c'est la clé, ben, il faut les stocker. Donc la première étape d'un pipeline AI, c'est le stockage des données. La deuxième étape, ou une autre étape, je pourrais dire, c'est le process des data, le process des données. Quand on va avoir des datasets, hein, avant de pouvoir les utiliser, il faut les nettoyer, il faut rendre la donnée pertinente pour que les modèles, au final, le soient également. Ça, c'est ce qu'on appelle le process des données. Une autre étape, ça va être l'exploration. Ce que j'ai appelé exploration, c'est quand on commence à développer le modèle. Une fois qu'on a développé le modèle, qu'il est validé, il va falloir l'optimiser. Pour l'optimiser, il faut l'entraîner. C'est la quatrième étape, l'entraînement de modèles. Pour finir ensuite, une fois qu'on a optimisé son modèle, qu'il a atteint les résultats escomptés, on va pouvoir le passer en prod. Ça, c'est la chaîne standard. Et les produits AI Solutions, les produits d'OVH Cloud, fournissent des services managés qui vont permettre aux data scientists et aux développeurs de partir de leur idée de machine learning, donc de partir de l'idée et d'aller jusqu'à la mise en production de ce modèle. Alors concrètement, comment ça se traduit? Donc je vous disais, la centralisation des données, eh bien nous, on propose un service d'object storage. Ce qui est intéressant dans nos solutions, c'est que par design, on va faire en sorte que, quelle que soit la taille du dataset, les données soient chargées au plus près de la puissance de calcul. Ce qui vous donnera, au final, des performances optimisées avec un temps de latence extrêmement faible. Quand on parle de data processing, nous avons également un service, je vous l'ai dit, qui s'appelle Data Processing et qui est basé sur Apache Spark, qui va vous permettre de faire le nettoyage de ces données et de processer, de traiter la donnée. On arrive ensuite dans la partie exploration. Pour la partie exploration, on a sorti un produit AI Notebooks qui est en bêta encore jusqu'aux prochains jours et qui permet en fait aux data scientists de lancer très très simplement un notebook, qu'il soit Jupyter ou VS Code, en quelques clics, vraiment, je dirais même en moins d'une minute,
Tout cela accompagné des frameworks les plus communs. On peut citer TensorFlow, PyTorch, FastAI, Hugging Face et d'autres. Donc tout ça, c'est disponible, c'est préchargé, c'est disponible. Vous n'avez plus qu'à sélectionner en fait la version qui vous intéresse. Là encore, quand on lance un notebook, il est extrêmement simple pour nous de vous proposer de le lancer avec des puissances de calcul soit GPU, soit CPU. Une fois qu'on a créé notre modèle, on va devoir l'entraîner si on souhaite l'optimiser. Et pour ça, on a notre service AI Training. AI Training, encore une fois, c'est un outil extrêmement simple d'utilisation. Il n'y a aucune installation complexe. Tout est préchargé, là encore, bon nombre de frameworks d'IA. Et toujours la capacité de gérer la puissance de calcul que vous souhaitez associer à ces entraînements et de manière parallélisable, je dirais, ce qui va permettre de réduire les temps d'entraînement et d'avoir des coûts aussi plus optimisés. La dernière brique, c'est le déploiement. Alors aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous le savent, on a déjà un service disponible qui est ML Serving. Demain, on va apporter une nouveauté dans cette phase de déploiement et d'inférence qui s'appelle AI Apps. AI Apps, ça va nous permettre de déployer le modèle qu'on a entraîné et qu'on a développé et de le passer en prod une fois qu'il est finalisé. Mais ça va aussi permettre d'utiliser des modèles qui sont pré-entraînés, puisque nous allons proposer au travers de partenaires non seulement des modèles sur étagère, mais aussi des services qui pourront être transverses et qui apporteront de la valeur à vos applications ou à vos services d'IA. Et tous ces services sont basés sur le public cloud. On est dans le public cloud, donc cloud souverain, sécurisé, trusté, qui répond en matière d'exigence et de certification de manière très importante. Donc nos clients sont notamment en France et en Europe surtout très sensibles, puisqu'il s'agit de la traitement de données, ce que je vous disais, et bien souvent ce sont des données critiques, donc c'est un point important pour eux. Dernier point que je souhaitais souligner ici, c'est que toutes ces étapes sont autonomes. Les services sont indépendants. Si aujourd'hui vous avez créé votre notebook sur une autre plateforme que la nôtre, vous pouvez tout à fait l'importer et entraîner le modèle si vous le souhaitez par la suite. De la même façon, si vous ne souhaitez que lancer des jobs d'entraînement, là encore, c'est possible. Toutes ces étapes sont indépendantes. Et encore une fois, ça a été mentionné dans d'autres présentations, une de nos forces, c'est vous ne payez que ce que vous consommez. Il n'y a pas de coûts cachés, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a rien. Voilà. Donc quand le job tourne, vous payez en fonction de la puissance de calcul que vous aurez. Et une fois que le job est arrêté ou que le notebook est arrêté, les frais sont arrêtés aussi. En conclusion, ce qu'on peut donc signaler, c'est qu'on est aujourd'hui vraiment une réelle alternative. Alors là, je parle essentiellement des hyperscalers, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'IA, c'est quand même eux qui sont sur le marché. Mais je suis très fière parce que c'est vraiment une solution qui répond aux clients, qui répond à leurs besoins de démarrer facilement. Oui, les hyperscalers ont des offres hyper complètes, hyper complexes aussi. Nous, aujourd'hui, on répond aux besoins basiques et on sait apporter des réponses facilement, qui sont faciles à mettre en œuvre. On est sur un cloud, je vous le disais, sécurisé. Avec nous, les clients ont une totale maîtrise de leurs données. Voilà, ça c'est aussi un point important et par rapport aux hyperscalers, vous le savez, c'est quelque chose qui nous différencie vraiment. La possibilité aussi de suivre l'évolution des besoins. Aujourd'hui, dans un projet IA, les besoins varient. On ne va pas toujours avoir besoin de GPU pour faire tourner des entraînements de nos projets. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On gère l'infra, vous gérez vos modèles, vous gérez vos projets, et de manière très simple. Et puis derrière, ça veut dire aussi que vous ne contrôlez pas totalement vos coûts. On ne va pas avoir besoin d'acheter une machine GPU et de l'avoir dans un coin et de s'en servir que trois fois dans le projet. Donc ça, c'est vraiment une réelle force pour notre solution. Et
Et voilà, et pour nos clients aujourd'hui, vraiment. La roadmap. Alors, à court terme, je vous le disais, hein, on est avec AI Notebooks en bêta actuellement. À la fin du mois, on rentre en General Availability. Si vous souhaitez tester, que vous ne l'avez pas encore fait, il vous reste quelques jours. On a un voucher qui permet de bénéficier de 70 €. Si vous avez envie de tester Notebook, c'est le moment. Et c'est valable jusqu'à la fin du mois. À plus long terme, on va intégrer ce que nos clients ont partagé avec nous, des choses qui vont dans la continuité des travaux et des projets AI. C'est le workflow. C'est la possibilité d'ordonnancer, en fait, les tâches dans un projet d'IA. Autrement dit, on parle d'MLflow ou d'Airflow. Concernant les aspects écosystème, donc là, je parle un peu plus pour les profils B. Avec AI Apps, je vous l'ai dit, on va apporter une nouvelle dimension en termes de déploiement, en termes d'inférence. On va avoir, donc à court terme, on va le découper en plusieurs parties. En tout cas, à court terme, on va avoir la possibilité de déployer nos propres modèles, d'une part, mais aussi de déployer donc, des modèles préentraînés qu'on aura au travers de partenariats. On aura ensuite, dans un deuxième temps, aux alentours de l'été, encore plus de partenaires, donc encore plus de modèles et encore plus d'applications. Avec, pour finir, vers la fin de l'année, vraiment une dimension beaucoup plus complète et très riche qui pourra répondre de manière tout aussi transverse à tous ces besoins de projets d'IA. Là encore, ce sont les roadmaps publics qu'on a sur tous nos produits. Vous avez les adresses. Je vous le redis, il y a moyen d'interagir avec ces roadmaps, de nous donner vos avis. La Product Unit, donc les chefs de produits, seront ravis de pouvoir partager avec vous là-dessus et de pouvoir répondre à vos demandes. Je pense que j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci Marie-Christine. Merci. Tu peux rester. Oui, et je vais demander à Horacio et Andri de me rejoindre. Vous avez été nombreux à poser des questions, donc on va rentrer dans cette phase d'interactivité. Alors, la première question. Avez-vous dans l'objectif de proposer des formations cloud certifiantes sur l'usage et le déploiement de vos services cloud? Alors ça, c'est peut-être une question pour le partner programme. Donc Nicolas pourrait peut-être y répondre. Mais oui, on a des objectifs, je vais essayer d'y répondre, de développer des formations certifiantes. Donc Nicolas me fait signe. Andri, tu as la réponse? Oui, alors vas-y. Une partie de la réponse, puisqu'on a travaillé justement dessus, notamment sur ces 3 grands cas d'usage, puisque comme c'est nouveau pour nous, le pass, ça offre des nouvelles opportunités, des nouvelles conversations qu'on veut avoir avec les clients, comment mieux qualifier aussi les besoins chez les clients. Donc on a fourni un ensemble de modules qui vont contribuer justement à fournir sur ces sujets-là, donc des certifications. Et je pense que je ne m'avance pas trop, mais Nicolas a prévu d'autres modules sur d'autres sujets qui vont permettre aussi de certifier les partenaires. Donc Nicolas est là, il pourra peut-être répondre à vos questions à la pause, en vous donner plus de détails. Une deuxième question qui est pas très éloignée finalement. Est-ce que vous proposez des services d'accompagnement et de formation autour de Kubernetes? Alors, on a une équipe Professional Services qui a démarré il y a bientôt 2 ans et demi, et qui dispose de profils certifiés par la CNCF, donc CKAD, donc des développeurs et des administrateurs. Par contre, là, on va certainement faire appel, et on fait déjà appel à plusieurs d'entre vous, des partenaires, autour des besoins d'entreprises dont ce n'est pas le métier de développer, dont ce n'est pas le métier d'administrer des clusters Kubernetes, pour leur fournir de l'accompagnement. Donc ici, on est clairement, parce qu'on le voit, vous l'avez vu dans le sondage, vous êtes tous sur les sujets cloud native aujourd'hui. Ça veut dire que vos clients finaux, je parle pour nos partenaires, ils sont dans ces problématiques-là. Donc ils ont tous besoin d'accompagnement parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts et c'est difficile. Et donc du coup, on va s'appuyer sur notre écosystème et là vous êtes clés, donc on va avoir besoin de vous aussi. Donc si vous avez des certifications, comme certains d'entre vous semblent les avoir, n'hésitez pas à nous faire savoir et ça va être notre travail justement de le valoriser parce qu'il y a des besoins côté des utilisateurs finaux.
C'est ça, il faut qu'on crée le lien entre nos partenaires, ceux qui ont les compétences aussi et ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans leur transformation. Une autre question, est-ce que les solutions Object Storage sont-elles multi-AZ? Bon, je parle sur le contrôle de Charlotte, Product Manager de la partie Storage. C'est une question récurrente, c'est qu'il y a un besoin, et donc dans la roadmap, comme vous avez vu, c'est dans les choses sur lesquelles on travaille, pour, on va dire grosso modo, pour l'année à venir, mais je ne m'engage pas sur les dates. L'idée, c'est qu'on veut proposer des Object Storage Enterprise Grade, on va dire, donc qui vont couvrir, entre autres, ces besoins de multi-asset. J'ai bien dit? Bon, merci. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur de prix pour vos solutions Object Storage? Oui, je peux. Notre solution Object Storage Haute Performance, c'est 25 € le teraoctet. La future standard, c'est 6 € le teraoctet. Et les archives, c'est 1,3, je crois, € le teraoctet. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que, à différence de ce que d'autres concurrents font, ça inclut les trafics, la bande passante, c'est-à-dire c'est une facture prédictive. Vous n'avez pas à avoir de mauvaises surprises après que vous avez trop utilisé votre Object Storage et le prix est multiplié par 4 ou par 5. C'est pour ça que si on mesure une égalité de conditions, c'est parmi les meilleurs prix qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Merci. Est-ce que vous proposez un service de base de données managé en multi-data center, master, slave ou actif-actif? Je prends celle-là. Aujourd'hui, non, on ne le propose pas. Donc les bases de données, elles sont disponibles sur du monosite, donc du monolocation. L'équipe dans la PU a dans sa roadmap effectivement l'ambition de le proposer en multi-région. Aujourd'hui, la seule fonction qui externalise finalement le backup des données liées à votre base de données, c'est le backup distant qui est fait sur un site remote. Donc ça fait partie des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, on est focalisé sur la délivrance complète d'un catalogue complet de base de données avec plus de 12 modèles. Et ça fait partie des étapes qui viendront par la suite. Pouvons-nous déployer via des outils d'infrastructure à ce code les services de base de données managés, Terraform, etc. Qui prend? Aujourd'hui, on peut déployer Terraform en utilisant, on peut déployer nos services de base de données en utilisant l'API OVH Cloud. Donc, quelque part, c'est de l'infrastructure as code. Notre provider Terraform de mémoire ne l'inclut pas encore. Je pense que, parce que aussi au niveau outillage, on est en train de construire une roadmap et toutes les expériences développeurs, ça devient aussi un des chantiers sur lesquels on travaille. Donc, je ne peux pas dire quand ça sera disponible, mais l'idée, c'est que des outils comme notre provider Terraform grandissent à fur et à mesure pour proposer la plupart des fonctionnalités qui sont aujourd'hui via API. Mais aujourd'hui, pour le faire, il faudrait travailler en utilisant l'API OVH Cloud. Oui, c'est ça. Elle n'est pas encore disponible, la fonctionnalité via Terraform pour les bases de données. Voilà, je ne vois pas de questions supplémentaires. J'ai l'impression qu'on est au bout de la présentation. Et maintenant, on va... Si, il y en a encore une. Ah, j'avais pas vu. Le catalogue PaaS proposé en public cloud va-t-il également être étendu aux environnements Secnum Cloud? C'est une excellente question, celle-là. Aujourd'hui, on dispose d'une offre qui s'appelle Trusted Zone, qui est quelque part un petit peu l'antichambre vers le Secnum Cloud. Sur cette offre Trusted Zone, on a déployé nos services de type infrastructure, donc le compute, le storage et le réseau. Et face aux demandes de nombreux types de clients à avoir beaucoup plus de contrôle sur les environnements de déploiement au niveau infrastructure, il est prévu à la roadmap de déployer sur ce Trusted Zone les couches supérieures, à savoir Kubernetes, les bases de données, l'IA. Donc ensuite, ça doit nous mener vers le Secnum Cloud à terme. Je n'ai pas forcément de date à pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur l'ambition en termes de timing. Il faut savoir que les audits côté Secnum Cloud sont relativement longs. Donc ça veut dire qu'on va préparer ça. Et je vais faire aussi écho à ce que disait Thierry au niveau de la capacité à permettre à nos clients d'avoir des environnements qui soient de type public aujourd'hui ou privé à terme ou hybride. Vous allez retrouver en fait toute la richesse fonctionnelle du catalogue OVH au global dans l'environnement qui correspond à vos besoins.
Donc j'ai envie de répondre ici positivement, sans être capable de donner vraiment une date précise, parce qu'il y a des délais liés à la certification principalement et la préparation de certification. Une autre question. Quels sont les SLA que vous proposez pour les solutions de Kubernetes Manager? Alors il y a deux choses. Donc déjà, il y a le master, donc qui est quelque part la solution de gestion du Kubernetes, du cluster Kubernetes, que nous manageons, que nous opérons, et nous offrons ici un SLA de 99,95 de mémoire. Et ensuite, vous allez avoir les worker nodes, donc les nœuds de travail, qui sont en fait notre catalogue d'instances compute. Et là, on va avoir des SLA différents en fonction du type d'instances que vous allez déployer. Les instances qu'on appelle générales, donc avec des ressources vraiment dédiées, sont à 99,99. Est-ce que vous prévoyez d'ajouter des services d'orchestration, de déploiement ou d'intégration à votre brique IA? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors sauf si je ne comprends pas bien la question, mais pour moi l'orchestration, en tout cas l'ordonnancement, c'est effectivement quelque chose qui est prévu, alors vous l'avez vu, hein, à plus long terme, ce ne sera pas dans les 6 prochains mois, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est dans les roadmaps, effectivement. Proposerez-vous à court terme du public cloud à Roubaix? Elle est partie un peu vite. Oui, alors Thierry, tu veux peut-être... Je crois que c'est le Trusted Zone qui est déployé à Roubaix, c'est ça? Thierry, si tu veux venir peut-être avec nous. Plus globalement, on va proposer la totalité de nos services sur la totalité des campus. Ça, c'est une stratégie affirmée. Et donc, on travaille aujourd'hui à la disponibilité de PCI sur Roubaix, à la disponibilité de PCC sur Gravelines, etc., etc. Ça, c'est pour l'Europe. Et évidemment, on a des travaux un peu différents pour les USA et APAC. Alors, je crois que c'est en plus le catalogue passe. Oui, ça, on l'a vu. Comment allez-vous assurer l'anticipation des coûts d'infrastructure et les notions de node autoscaling? Aurez-vous des alertes ou est-ce laissé à la charge du client? Du FinOps. Effectivement, on travaille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a un système d'alerting dans la console de gestion, dans le manager, donc OVH. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prend en compte toutes ces choses qui sont liées à l'autoscaling? Il faudrait que je le vérifie en détail, je ne sais pas répondre. Je ne pense pas aujourd'hui, pas encore. Mais ça fait partie des obligations qu'on a si on ne veut pas avoir du bill shock et des très mauvaises surprises pour les clients qui maîtriseraient mal, notamment l'extinction d'instances ou des choses comme ça. Avez-vous une indication sur le volume de consommation d'Anthos par vos clients sur votre solution? Étant donné qu'en général, nos clients ne nous autorisent pas à communiquer leur nom, etc., non, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas encore énorme, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Je ne sais pas, c'était peut-être la dernière question. Il n'y a plus de questions? Eh bien, écoutez, merci à tous, merci pour les présentations. Ah, j'ai des gestes au... D'accord, ok. Donc maintenant, on va passer à la pause. Et je vous propose de vous retrouver... Ah si, on a encore une. Dernière question qui arrive. Est-ce qu'il est prévu la mise en place de private endpoints permettant à des services PaaS d'être exclusivement accessibles en privé, par exemple Swift? On a parlé tout à l'heure dans les object storage de l'idée, dans les enterprise grade, d'avoir des object storage qui soient exclusivement accessibles via une IP privée. Donc effectivement, dans l'objectif, dans les object storage enterprise, il y a les multi-assets et il y a aussi l'accès exclusivement par IP privée, oui. Plus globalement, quand on parle de next-gen infrastructure chez OVH, historiquement OVH, vous fournissez un bare metal exposé sur le public avec éventuellement plusieurs adresses publiques, optimisé pour des trafics nord-sud. Ça, c'était l'histoire. On fait un pivot, c'est-à-dire que demain, ce qu'on vous proposera, c'est des instances exposées exclusivement en interne et que vous pourrez décider d'exposer sur du réseau public et qui seront optimisées plutôt pour du Est-Ouest, parce que le gros des besoins qu'on voit aujourd'hui, c'est du cluster. Beaucoup de questions et c'est vraiment ça l'objectif. Je souhaite héberger mon application sur OVH Public Cloud. Quelles seraient les briques de sécurité réseau managé à implémenter
et ou disponibles aujourd'hui? Alors, déjà la première, je pense qu'il est déjà là, c'est le VERAC, notre réseau privé qui permet de lier non seulement Public Cloud, mais aussi notre autres différentes familles de produits. Qu'est-ce que seraient d'autres solutions de sécurité réseau managé? En termes de réseau managé, comme on disait, il y a les nouveaux load balancers sur Public Cloud qui s'appuient sur Octavia, qui est un composant OpenStack qui va permettre d'être configurable à chaud et via une API d'une façon beaucoup plus souple que les load balancers IP classiques chez OVH. Qu'est-ce que tu vois comme autre... Il y a des travaux en cours, en tout cas des réflexions pour l'instant sur du WAF, et notamment du WAF distribué dans des clusters Kubernetes. Ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est prêt à être mis en production, on ne l'a pas mis dans les roadmaps officiels. Par contre, c'est un vrai sujet parce que la sécurité exigera ce type de solution. Donc aujourd'hui, vous avez sur des solutions de type web cloud, on vous apporte du VAC, on vous apporte toute la sécurité traditionnelle qu'on met pour protéger des instances. Quand on bascule dans un monde cloud natif, c'est un peu différent, et donc on va compléter le range des solutions. Mais c'est pour l'instant encore du travail en cours. Quid de la gestion de la propriété intellectuelle des modèles IA? Comment cela se passe-t-il en pratique? Alors, moi, je vois deux choses derrière cela. La première, c'est quand c'est un modèle d'un client. Bon, c'est votre modèle, nous, on ne touche pas aux data, on ne touche pas au modèle, c'est géré par le client. Si vous pensez peut-être à la partie sur étagère, là encore, on travaille avec des partenaires, on sera soumis en fait à leurs conditions de distribution. Donc voilà, je n'ai que ces deux cas en tête. Je ne sais pas si vous voulez approfondir ou donner une réponse peut-être un peu plus différente, mais pour moi, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment de quid en fait. Et en tout cas, il n'y aura pas des clauses un peu pièges du genre c'est gratuit, donc l'IP appartient à OVH. Ça, non. Ça, il n'y aura jamais ça. Question suivante. Il est assez récurrent dans les offres de peu supporter les problématiques de PRA, PCA et multi-AZ. Quelle est votre vision court terme sur le sujet avec un mode de déploiement simple? Vous avez 4 heures. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez dans vos équipes un PhD en VERAC, tout est possible. Dans les options de déploiement simple, selon les environnements, selon les univers dans lesquels vous travaillez, nous avons mis, ou pas encore, des solutions de backup, de PRA en place, notamment sur la partie hosted private cloud. Il y a tout le range de solutions. On y travaille sur la partie publique, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore juste simple comme ça. On y travaille à la fois sur des solutions très très simples, mais aussi sur des solutions plus sophistiquées avec des partenaires. Mais ce n'est pas pour les 12 mois qui viennent, parce que là, on a encore un certain nombre de choses à caler, notamment avec des partenariats. Les modèles ne sont pas complètement simples. Quid d'une gestion centralisée de comptes, quel que soit le service? Nos priorités. On a dans la priorité numéro 1 au fronton de la roadmap pour Michel, notre CEO, le fait que les services soient simplement consommables de façon uniforme dans tous les univers et soient interconsommables. Et donc on travaille au déploiement d'un IAM global unique pour la totalité des produits et services d'OVH, ainsi qu'un KMS, ainsi qu'une observabilité. Bref, tous les enablers de cloud qui font que vous aurez une expérience client seamless et que vous aurez plus facilement qu'aujourd'hui la capacité à croiser des services. C'est vrai avec ces enablers, c'est vrai aussi avec tout le travail qui est en cours sur le réseau pour rendre le réseau plus facilement consommable. On parlait tout à l'heure de VERAC Endpoint, mais il y a un certain nombre d'autres solutions en cours de déploiement sur des gateways, etc., pour permettre une interconsommation des produits et services d'OVH. Et les premières étapes sur les IAM et le KMS seront visibles en GA sous 12 mois. Sur quel type de support sont stockées les données archivées? Alors, aujourd'hui, je vais parler Stone Control, Charlotte, sur des bandes. Donc,
on a investi probablement la plus grosse infrastructure de bande en France. Et pourtant, on est encore assez loin du volume cible, mais rien que la première étape pour faire les premiers déploiements, on est les plus gros, non, je ne vais pas dire ça, on n'est pas les plus gros bandeurs de France, mais nous avons la plus grosse infrastructure de bande de France. Le système de facturation doit-il évoluer et quand? Elle est pour toi, Thierry, celle-là aussi. Désolé. Toutes les méchantes, elles sont pour moi. Le système de facturation n'évolue pas de façon abrupte, c'est-à-dire qu'on fait de l'évolution continue dessus et de l'amélioration continue. On a notamment réglé, sur les 7-8 derniers mois, énormément de problèmes. Nous reste encore quelques problèmes, notamment pour des clients qui avaient des facturations manuelles. Il y a des clients qui nous ont imposé ça. On essaye de sortir de ça et d'automatiser. Donc, je vois, moi, déjà une très forte baisse ces derniers mois des plaintes sur la facturation. On est encore assez loin des meilleurs standards de l'industrie. On va dire ça comme ça, mais on se soigne. Est-ce que vos bases de données managées sont certifiées HDS? Oui, elles le sont. On a passé l'audit l'année dernière sur Public Cloud et on avait préparé justement la certification de ces bases de données. Donc il y a des certificats aussi qui sont sur le site. Donc elles sont certifiées HDS. Vous pouvez héberger vos données de santé. Est-ce que vous allez proposer vos bases de données managées sur des environnements dédiés? À terme, oui. Comme je disais en introduction, tous les produits et services d'OVH seront fournis à terme en environnement dédié. Je ne vous les promets pas dans 12 mois. Ok. Est-ce qu'il y a... Oui, encore des questions. Pour ce que vous appelez AI Apps, quel type de solution cherchez-vous à intégrer? Avec quel type de start-up travaillez-vous en particulier? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner de nom, c'est pas possible. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vraiment essayer de faire quelque chose d'assez large. Alors, on va notamment les premiers modèles. Alors, je regarde la question à nouveau. Quel type de solution? Ouais. Par exemple, quand je vous parlais de modèles préentraînés, évidemment, on va commencer par des modèles, par exemple, de NLP, parce qu'on a un acteur, voilà, par exemple. On va aussi faire de l'analyse de sentiments. De manière plus transverse, on va par exemple essayer de vous fournir des solutions pour la labellisation des données, par exemple. Voilà. Donc on va vraiment chercher, oui, alors on a une matrice, mais ça c'est côté produit. Voilà, on a une matrice, on sait quelles sont les premières, en tout cas les premiers types de solutions qu'on va souhaiter intégrer. Si vous voulez en rediscuter de manière plus précise, on peut effectivement peut-être en reparler ensemble et avec les chefs de produits. En tout cas, voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas trop vous donner beaucoup plus d'infos que ça. Quelle version d'OpenStack supportez-vous aujourd'hui? On est sur Stein. Alors, on a plusieurs régions Public Cloud dans le monde et c'est une mise à jour qui se fait de manière progressive pour qu'il y ait des interruptions de service les plus minimes possibles. Donc, il me semble qu'il y avait des régions qui ont été mises à jour la semaine dernière. Et dans les prochaines semaines, en fait, l'ensemble de nos régions Public Cloud seront sur Stein. C'est la version d'OpenStack qu'on va supporter. Vous avez mentionné dans les slides des processeurs ARM. Sous quelle forme et sous quel délai seront-ils proposés? Alors, on est encore dans les phases assez amont d'innovation sur la partie ARM. Alors, pas tant sur l'intégration de processeurs ARM sur nos boards, ça c'est assez simple. Mais par contre, trouver les usages, les domaines d'éligibilité en termes de prix performance et comprendre quel type de clients vont vraiment se jeter sur ces processeurs-là. Paradoxalement, aujourd'hui, la niche semble petite et donc on est vraiment en phase d'étude de marché. Techniquement parlant, c'est pas très compliqué, ça se refroidit comme les autres, mais pour l'instant, je ne sais pas donner de date parce qu'on n'a pas encore spoté le marché qui nous intéresse le plus pour les processeurs ARM. Comment se passera l'intégration d'OpenShift dans OVH et quand pourrons-nous l'utiliser? Je réponds, tu réponds. OpenShift, ça correspond pour beaucoup de nos clients corporate aux early adopters de Kubernetes. Et donc,
Souvent, ça se traduit par des installations on-prem avec beaucoup d'intégration autour et des installations assez customisées. Et donc, quand on regarde ce marché-là, on se dit, il y a aujourd'hui des partenaires ESN d'OVH qui ont un vrai business avec leurs clients on-prem là-dessus. On est plutôt sur un canal indirect, en essayant d'apporter une proposition de valeur à ces ESN sous forme d'une infrastructure fortement optimisée pour qu'ils puissent proposer un lift and shift à leurs clients avec un gain de performance et un gain financier significatif. Aujourd'hui, c'est l'approche qu'on a. On est en train de la qualifier avec plusieurs partenaires et puis on est en train aussi de raffiner les infrastructures pour faire ce gain prix-performance vers les clients finaux. Quand c'est dans l'année qui vient. Avez-vous prévu une intégration de FPGA dans vos services? Alors, je ne sais pas si on dit FPGA. Aujourd'hui, FPGA, on l'utilise de plusieurs façons. On l'utilise sur notamment l'exécution de programmes de sécurité aux bornes du réseau. On l'utilise sur l'accélération de certaines fonctions de réseau. On est en train de regarder si du FPGA as a service, ça pourrait être intéressant pour des clients. Là aussi, c'est plutôt une niche. On n'a pas encore vu un truc miraculeux émerger. Même autour de l'AI ou de sujets proches de l'AI, pour l'instant, il y a beaucoup plus de traction sur les GPU que sur le FPGA, mais je ne dirai pas jamais. Donc on creuse là-dessus. Et par contre, nous, on l'utilise intensément. Et on l'utilisera toujours plus, d'ailleurs. Investiguez-vous l'ADN synthétique pour l'archivage très long terme? Octave, oui, moi, non. Octave, à titre privé, a investi dans des entreprises qui travaillent ce sujet. OVH Cloud n'a pas investi encore dans de telles entreprises.